On doit éviter de verser dans la dépendance affective. L'authenticité dans un milieu professionnel a des limites. En 2003, j'ai perdu mon papa et un an après, j'ai perdu ma maman. Et je me dis, Shaitan, le Satan, il est là où en fait il y a Dieu en fait. Nous sommes dans l'autoflagellation. Nous ne sommes pas bienveillants, tolérants avec nous-mêmes. On est toujours dans du bruit, les gens ne restent pas sans rien faire. Parce que rester sans rien faire, ça veut dire se retrouver seul avec soi-même. L'être humain est mis à l'épreuve tous les jours. Quand on dit non à quelqu'un, on n'est pas obligé de se justifier. On a le droit de ne pas avoir envie de faire quelque chose, tout comme les gens ont le droit de ne pas avoir envie de faire quelque chose pour toi. Et c'est pas grave. Bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, je suis Naboufal et vous êtes sur la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne de l'inspiration, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche. Alors aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Pourquoi? Parce que cet invité, d'après lui, il dit « je suis son mentor ». Ça, c'est d'après lui. Il s'appelle Régis et il a une société qui s'appelle MC Coaching. Donc, Régis, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais très très bien. Bienvenue chez toi. Comment on dit à la Canada, la gamme? Merci. Jërëjëf. Comment vas-tu? Jërëjëf. Je vais très bien. Très très bien. Alors, Régis, qui es-tu? Je suis un humain au service d'autres humains. Oh, ça commence bien là, hein, ça m'a fait là. Alors, quand tu dis un humain au service d'autres humains, le service auprès d'autres humains peut se traduire de différentes façons. Quel est, toi, entre guillemets, ton service auprès des autres humains? C'est écouter les autres humains, avoir de l'empathie envers ces humains et avoir confiance en eux aussi. Pourquoi je dis avoir confiance en eux? Parce que pour moi, c'est de la confiance aux autres humains, ou bien auprès des autres humains, ou vis-à-vis des autres humains. C'est accepter la nature et la condition humaine de l'autre et pouvoir accepter aussi que cette personne puisse, dans l'interaction que nous avons, commettre des erreurs aussi. Donc l'acceptation de l'autre, dans son positif comme dans son négatif, dans son humanité, c'est-à-dire prise tout en entier, avec ses forces, ses faiblesses, ses erreurs. Et tu as parlé de deux choses qui m'ont interpellé, l'écoute et l'empathie. Alors, l'empathie, on en parle beaucoup. Et c'est une compétence relationnelle, une compétence qui est importante dans ce qu'on appelle, entre guillemets, l'intelligence émotionnelle. Comment est-ce que tu définis l'empathie? Comment est-ce que tu l'exerces et que tu la vis? Je la vis, je vais commencer par ça. Donc, je la vis, comme je l'ai dit, en étant ouvert aux autres, ancré en moi-même, ouvert aux autres humains, en les écoutant, en étant bienveillant vis-à-vis des autres, parce que je dis toujours que l'autre est le prolongement de notre regard sur nous-mêmes. Et c'est très important d'avoir cette projection bienveillante et empathique vis-à-vis de l'autre. La façon dont je comprends l'empathie, effectivement, ce n'est pas se mettre à la place de l'autre, l'empathie, mais c'est plutôt comprendre ses émotions, partir de la compréhension de ses propres émotions et se projeter sur l'autre pour aussi comprendre la façon dont l'autre vit ses émotions différentes. D'accord. Alors moi, je vais revenir sur ce que tu as dit, qui m'a interpellé tout de suite, c'est ancrer en soi. Parce que l'empathie, quand on la prend en entier sans ancrage intérieur, il peut y avoir une perte de soi. Je pense, ça c'est ma perception de la chose. Maintenant, quand tu dis que c'est comprendre d'abord tes propres émotions et projeter tes émotions vers l'autre afin de comprendre les siennes. Est-ce que tu veux dire par là que c'est une façon de percevoir l'autre à travers ses propres émotions? Puisque tu as donné ta définition, c'est le prolongement de soi. Prolongement de soi, l'autre est le prolongement de soi. Donc, comment est-ce que quelqu'un qui ne comprend pas, parce que c'est un langage un peu coachique, l'ancrage en soi, comment est-ce que je peux être ancré en moi sans me perdre en ayant cette empathie? Énormément de personnes sont empathiques, ont de l'empathie et ont tendance à se perdre professionnellement dans une activité professionnelle. Il y a des entrepreneurs qui ont trop d'empathie vis-à-vis d'un collaborateur.
il y a des personnes qui sont des cadres, des professionnels, et cette empathie ne leur apporte pas forcément du bien. Ça peut être très lourd à porter. Comment est-ce qu'on peut travailler cet ancrage? Je suis un cadre professionnel, notre audience est très professionnelle, entrepreneur. Comment est-ce que je peux travailler mon ancrage de façon à avoir une empathie qui ne me dépasse pas, qui ne dépasse pas le cadre des émotions que je peux porter? Il faut être juste avec soi-même et être fidèle à soi. C'est-à-dire? Donc, je pense que la façon dont on traite les autres, on doit éviter de verser dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Donc, d'être trop gentil avec les personnes avec qui nous interagissons, surtout dans le monde professionnel. Donc, il faut avoir cette capacité à pouvoir se gérer, se connaître, connaître ses valeurs, être ancré dans ses valeurs et interagir avec les autres avec authenticité, être la personne qu'on est. Donc, quand on se projette aux autres, quand on interagit avec les autres, ce qui est bien, c'est que quand on doit leur dire que ça ne marche pas, ce qu'on est en train de faire, on le leur dit. C'est plutôt pour les aider. Parce que si on n'est pas juste avec soi, on ne pourra pas être juste avec les autres. Donc, si on est dans cette équité, dans cet équilibre intérieur à la vie, on pourra aisément, dans l'interaction avec l'autre, leur dire la vérité tout simplement. Si on ne peut plus collaborer, ou leur dire qu'on ne peut plus collaborer. Si on donne à quelqu'un un travail à faire, un objectif à atteindre dans les délais, qu'il ne fasse pas, donc on puisse aisément lui dire que vous n'avez pas été productif, vous n'avez pas répondu aux attentes par rapport aux objectifs qu'on vous a donnés. Donc du coup, voici les conséquences qui peuvent en découler tout simplement. Donc on peut suivre le process effectivement par rapport aux avertissements, vos rappels à l'ordre, etc. Et jusqu'à effectivement se séparer de la personne. Alors, j'entends bien ce que tu dis, mais j'ai quand même une interrogation par rapport à être juste et fidèle, connaître ses valeurs, être ancré dans ses valeurs et être authentique. Moi, je suis toujours en train de dire aux gens d'être authentique, mais est-ce que tu ne penses pas que l'authenticité dans un milieu professionnel a des limites, dans la mesure où on doit quand même adhérer aux réalités qui sont dans l'entreprise? Aujourd'hui, je me réveille, mon patron est là, je ne suis pas de très bonne humeur et je ne vais pas faire semblant de sourire. Donc cette authenticité, est-ce que on n'est pas des fois en décalage avec la réalité de l'entreprise quand on est trop ancré dans son authenticité? C'est une question que je pose dans le discours. En fait, on doit aussi avoir la capacité à pouvoir s'adapter aux différentes situations. Donc, c'est pas parce qu'on s'adapte effectivement par rapport au cadre professionnel qu'on perd sa nature, qu'on perd son authenticité. Donc, on doit pouvoir se projeter dans cet espace, mais en gardant effectivement cette vraie nature de notre être, parce que il y a des choses que nous faisons en entreprise qui ne font pas forcément écho en nous, mais c'est des choses qu'on doit faire pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc nous devons effectivement faire notre devoir, comme on le dit souvent, faire le job. Et puis après, au-delà de ça, effectivement, on peut avoir des discussions avec notre manager ou avec nos collaborateurs pour essayer de voir ensemble comment trouver un juste milieu entre ce qui fait écho en nous et les valeurs de l'entreprise, la vision que porte le fondateur de l'entreprise ou l'entreprise elle-même, pour que nous puissions nous réajuster, nous adapter, sans autant nous dénaturer et nous pervertir. On trouvait sa quête de sens à travers le sens de l'entreprise. C'est ça. Alors moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir un humain au service d'être humain? Quelle est l'histoire qui fait que tu t'es dit, ok, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que je pense que je peux faire? En fait, c'est parti de loin. Hein. C'est parti de 2003 et 2004. Et t'es né? J'étais déjà là. Voilà, j'étais déjà là. Donc, en 2003, j'ai perdu mon papa. Et un an après, j'ai perdu ma maman.
Donc, C'est dur, hein? voilà. Donc, j'étais dans une situation assez délicate, assez complexe, où c'était vraiment une période où je les avais comme repères. Et après, en 2004, j'ai commencé à me poser énormément de questions. Donc, toutes les questions que je me posais au fur et à mesure me ramenaient à moi-même, à l'humain. Donc, je trouvais les réponses en moi. Et je, je restais beaucoup seul. Je m'isolais beaucoup dans la tristesse, justement, dans l'amertume, dans la mélancolie, dans la colère, La douleur. la douleur. Et j'avais du mal, effectivement, à accepter cette situation. Et au fil des années, donc comme je trouvais toujours les réponses en moi-même, donc je me suis dit que euh, l'humain, effectivement, doit pouvoir tendre la main à d'autres humains pour pouvoir avancer et se projeter dans l'univers. Et ça m'a poussé à continuer la réflexion. Et en 2008, donc j'ai commencé à travailler sur cet ancrage en moi en utilisant le miroir. Donc j'ai commencé à me mirer et à de plus en plus me poser des questions existentielles et à trouver des réponses en moi. C'est comme ça, de fil en aiguille, que en 2010, quand je suis parti au Maroc, donc Fin de tes études? non, je suis parti au Maroc pour travailler. Pour travailler, d'accord. Donc, c'est intéressant, il faut nous expliquer. J'ai commencé à travailler dans le domaine de l'offshoring en D'accord. tant qu'agent, puis superviseur, ensuite formateur. Offshoring, ça veut dire quoi? C'est dans le domaine des centres d'appel. D'accord, ok. Il y a des Ah oui. call centers. Qui? Je travaillais avec B2S, D'accord. qui travaillait avec SFR. D'accord. On était sur le marché français. Ok. Donc, on faisait tout ce qui est réseau, J'ai télécom. beaucoup travaillé avec Majorel au Maroc, c'est pas je demande. Donc, c'est de la vente. Majorel, j'ai pas travaillé avec Mais moi, j'ai travaillé, enfin, j'ai des actes en accompagné leurs études les équipes. du Sénégal. D'accord. Donc, en fait, c'est un domaine qui a explosé effectivement entre 2008 jusqu'à 2015-16 et jusqu'à présent d'ailleurs. Donc, j'ai fait un long parcours dans ce domaine-là. Et c'est en 2012 donc que j'ai commencé à conceptualiser cette méthode qui s'appelle la méthode du chemin inverse. Donc, que je porte dans ce travail d'accompagnement de l'humain. D'accord. J'ai beaucoup travaillé avec l'humain, surtout dans les centres d'appel. C'est de l'accompagnement, de la montée en compétences, de l'écoute, etc. Donc, parce que c'est un milieu assez stressant. Donc, Très stressant. voilà, ça m'a aidé à faire aussi la transition pour être formateur avec les entreprises et être dans le coaching et ensuite faire la certification par la suite. C'est ça qui m'a aidé vraiment à pouvoir avoir cette écoute vis-à-vis de l'humain. Et je me dis que c'est quelque part aussi un don parce que j'ai des prédispositions naturelles. Et je suis d'habitude beaucoup plus à l'écoute que je ne pas. C'est très intéressant parce que je note que ton épiphanie est venue de la douleur. De la douleur, de la perte, de ce vide. Et ce vide, tu l'as comblé en cherchant des réponses à l'intérieur de toi. Et c'est à travers ces réponses, ce processus, que tu as pu trouver ta façon de résoudre tes problèmes et que c'est ce que tu partages avec le monde d'aujourd'hui à travers la méthode du chemin inverse. Et lorsque je t'ai demandé, dans tout ce que tu as dit, hein, tu parles beaucoup d'empathie, de connaissance de soi. Moi, je reconnais beaucoup tout ce qui est lié à l'intelligence émotionnelle, qui est aujourd'hui une compétence essentielle, je pense, dans le monde dans lequel on vit. Surtout, on est dans une période où l'intelligence artificielle prend une place normalement et que je pense que l'humain va reprendre sa place. L'humain au sens humain avec ses compétences humaines, avec son empathie, avec son sens de l'écoute. Cela, l'IA ne peut pas nous donner. Donc, comment est-ce que toi, je sais que c'est une question as a random, comme on dit, un peu random, mais c'est une question que je me pose. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces compétences d'intelligence émotionnelle dont tu parles, l'empathie, l'écoute, la connaissance de soi, la conscience de soi, pour pouvoir être plus performant et se différencier dans un monde où on nous dit que les métiers vont être changés,
Ou les métiers, bon, on dit que les métiers sont en cours de transformation. Moi, je gagne un temps fou pour travailler, je travaille avec l'IA, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que j'utilise plusieurs outils, j'en découvre tous les jours. C'est celui qui n'utilise pas ça, je trouve qu'il perd du temps, mais je gagne un temps fou. Déjà, je travaille beaucoup, mais là, je travaille 4 fois plus vite, quoi. Tout à fait. Effectivement, moi, je l'utilise aussi. Qui l'utilise pas? Sauf les manqueurs, pas de Cathy. Je l'utilise aussi parce que on ne peut pas s'en passer, sinon on ne pourra pas faire notre métier. Ce qui nous permet de gagner énormément de temps, effectivement, c'est toujours utile. Moi, je dis que c'est l'intelligence artificielle, c'est un compagnon de l'intelligence humaine. C'est juste un compagnon. Ça ne peut pas remplacer cette complexité neuronale ou Absolument, devant du nous. cerveau humain. C'est extraordinaire comme outil, mais qui l'a créé, c'est l'humain qui l'a créé. Absolument. C'est l'humain qui l'a créé. Donc, la place de l'humain reste toujours ancrée et essentielle, donc dans notre vie au quotidien. Et ça, je pense qu'il faut prendre conscience de cela. Hier, j'accompagnais un groupe d'entrepreneurs, donc dans une ONG là, c'était hier après-midi, sur le développement holistique. Et je leur ai posé une question. Et vous faites expliquer aux gens, non, holistique, là, ça veut dire quoi? Il faut expliquer avant de dire, tout le monde ne connaît pas, c'est beau, compliqué. Voilà, donc en fait, le développement holistique, c'est du développement personnel, mais plutôt transversal. Intégral. Qui prend en compte toute la personne et toutes les composantes. Dans son entièreté, spirituelle, émotionnelle, exactement, il faut expliquer aux gens. Voilà. Moi, je comprends, mais j'ai besoin que mon audience comprenne. Tout à fait. Donc, c'est ça, c'est le développement global. Donc, il va prendre l'aspect cognitif, donc l'aspect culturel ou spirituel, si vous voulez, l'aspect social, relationnel, sociologique. Donc, ça prend en charge beaucoup d'aspects de l'humain. Donc, c'est l'accompagnement que je faisais pour ces entrepreneurs-là, parce qu'il faudrait qu'ils aient un écho par rapport au projet qu'ils portent. Donc, et ça, c'est assez important. Donc, je leur ai posé cette question-là, qui suis-je? Pour qu'ils se définissent. Et je leur ai dit, l'IA ne peut pas vous aider pour répondre à cette question-là. Donc, vous pouvez le dire, il va vous dire par où vous êtes passé, etc. Mais intérieurement, qui vous êtes, ce serait compliqué qu'il vous aide à savoir exactement qui vous êtes. Donc, c'est pourquoi l'humain doit prendre le temps de s'arrêter et de faire une introspection. Donc, d'aller chercher ce qui est à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Et souvent, comme on est dans une époque ou dans une période où on vit beaucoup dans un rythme effréné et à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, on cherche des validations extérieures. On cherche cette apparence extérieure. On cherche à montrer effectivement. Ça peut aussi. Voilà. Tu sais, monsieur référence, hein? Vous êtes la reine du personal branding, c'est normal. C'est vrai que ça paye, c'est un aspect qui est extrêmement important. Voilà, c'est très très important. Il faut le prendre en compte dans notre développement. Mais souvent, je raconte une anecdote, une histoire. Donc je dis, c'est plutôt une métaphore. Mais je dis que imaginez que vous construisez une maison. Donc, construisez une très belle maison. Vous le meublez, vous mettez tout à l'intérieur. Un lit de 30 millions. Donc, en fait, vous mettez un salon de 80 millions. Donc, c'est riche, quoi. Donc, mais vous ne vivez pas à l'intérieur de la maison. Vous vivez juste en face de la fenêtre. Et chaque matin, qu'est-ce que vous faites? Vous nettoyez la devanture, vous balayez, vous taillez les fleurs au plein. Prenez toute la saleté et vous le versez, vous le mettez à l'intérieur de la maison. Donc vous voyez un peu la façon dont nous vivons. Nous prenons nous prenons soin de notre apparence extérieure. Et souvent nous sommes dans l'autodérision. Nous sommes dans l'autoflagellation. Nous ne sommes pas bienveillants, tolérants avec nous-mêmes. Mm-hmm. Et nous nous disons des choses que nous finissons par croire. Et qui finissent par arriver. C'est-à-dire nous invoquons effectivement la loi d'Arapide de la taille. C'est ce mot, la parole, Oui. toujours il y a deux mots. Et dans la Bible, on dit, et le verbe se fichez. Et dans le Coran, on dit kun faire. Ce que tu dis
Quand tu pries, tu parles. C'est juste pour... C'est quelque part une prophétie pratique. C'est-à-dire que ce que nous proférons, nous l'attirons envers lui. Et c'est important, effectivement, de se dire des choses bienveillantes, d'ouvrir cette porte de l'intérieur, d'aller vers cet enfant intérieur et de se découvrir, de prendre le temps de se découvrir. Tata, non, il faut qu'on arrête de faire du topocage. On va fouiner dans la vie de l'autre. Ça, tu n'as pas fini avec tes problèmes, tu vas Voilà, chercher les problèmes. tu vas chercher les problèmes. Moi-même, je n'ai pas fini avec moi-même, là, tu On n'a pas fini de se connaître, on prétend connaître l'autre mieux que la personne. Et c'est une réalité, on s'occupe beaucoup plus de... Moi, j'aime beaucoup la chanson de Julia qui dit Mando, ça veut dire se mêler de ses affaires. On se mène beaucoup plus des affaires des autres que de nos affaires à mieux de notre affaire. C'est une réalité et on ne s'occupe pas du nous, du vrai nous intérieur. C'est ça que tu veux dire. C'est bien ça. Exactement. On s'occupe plutôt du nous en apparence parce que on porte souvent un social, mais la personne que nous sommes réellement l'intéresse. Tout à fait, je valide complètement. Et ça, c'est au crépuscule de notre vie que nous nous replions sur nous-mêmes maintenant pour se dire, ok, maintenant je vais m'occuper de nous, c'est bon. C'est trop tard. C'est trop tard. Les gens qui attendent d'avoir accumulé des milliards pour le vivre tout bien. Et je vais dire quelque chose de très dur et les gens vont dire, quand je suis allé faire le pèlerinage à la Mecque, il y a très longtemps, j'étais jeune, et je me dis, on ne peut pas faire le pèlerinage à la Mecque quand on est vieux, en fait. C'est dur ce que je dis, mais on doit le faire quand on a de l'énergie. Parce que je vous dis, c'est un sport. Hein. Je dis toujours, le pèlerinage, c'est trois choses. C'est spirituel, c'est humain et c'est physique. Donc, quelqu'un qui n'a pas la forme physique, c'est vrai que tout est organisé pour si tu es plus âgé. Mais pour vraiment le vivre pleinement, je pense qu'il faut le faire quand on a encore l'énergie et la force de le faire. Parce que vous C'est avez... le parallèle que j'essaie de faire avec ce que tu viens de dire. Effectivement, parce que il faut faire des choses importantes, effectivement, quand on aime, quand on est jeune. Ça, c'est très, très important. Vous avez parlé tout à l'heure de quand vous faites le pèlerinage, effectivement, vous faites appel au spirituel, vous faites appel au physique et faites appel au... À l'humain, parce qu'on interagit avec d'autres humains. Quand on est autour de la Kaaba, c'est un vrai combat. Et là, tu te dis, je suis dans un endroit spirituel, mais il y a tellement d'agressivité. Et je me dis, Shaitan, le Satan, il est là où, en fait, il y a Dieu en paix. Donc, c'est là où tu peux te mettre à insulter les gens. Non, c'est compliqué à la faire, là, mais pas ça. Et là où tu te laves, c'est compliqué. Tout est pas compliqué. Tout est épreuve pour tester, en fait, beaucoup de choses en toi. Comme ça que moi, je le... Parce que l'être humain est mis à l'épreuve tous les jours. Tous les jours. Sur le plan physique, humain et sur le plan de la foi. Donc l'être humain est mis à l'épreuve tous les jours. Maintenant, il faut aller chercher cet alignement, aller chercher toute cette équipe. Mais on ne peut pas les chercher ailleurs qu'en soi. Très, très bon point. Comment est-ce qu'on le trouve? Comment est-ce que je fais? Je suis une personne lambda qui suit ce podcast avec toi, Elvis, et qui veut savoir comment est-ce qu'il peut trouver cet équilibre en lui. Parce que moi, et toi aussi, hein, c'est pour ça qu'on a du business. Dieu merci, continue à être déséquilibré. Non, mais je blague. Les auditeurs me connaissent. Donc, ce que je veux dire, c'est que comment est-ce que quelqu'un qui est en désalignement, qui est en déséquilibre, on n'est même plus dans l'alignement, on en parle de déséquilibre, peut trouver son équilibre. Moi, j'ai vu que tu as parlé de miroir, tu as parlé de solitude, tu as parlé d'aller en toi pour trouver les réponses. Et on est toujours dans du bruit. Les gens ne restent pas sans rien faire. Parce que rester sans rien faire, ça veut dire se retrouver seul avec soi-même. Comment est-ce que je suis dans une réunion, dans un milieu professionnel, je suis un peu perturbé, comment est-ce que je peux me retrouver cet équilibre? J'ai dit dans une de mes citations que notre plus grande peur est la rencontre de notre être intérieur, le miroir de notre véritable essence. Vous savez, quand vous tenez un miroir, quand vous regardez votre aspect physique, ça passe. Vous êtes joyeux, je suis bien habillé, etc. Je suis bien maquillé, je suis bien coiffé, etc. Mais dès que vous croisez votre regard, en général, soit vous détournez votre regard, ou bien vous faites quelques grimaces pour, voilà, parce que vous avez quelque part, je le dirais comme ça, honte de vous. Parce que vous n'êtes pas habitué à vous rencontrer
tu as rencontré votre être intérieur. Donc, la plupart des personnes que j'ai coachées, à qui j'ai demandé de faire cet atelier-là, cet exercice-là, la première fois qu'ils l'ont fait, ils ont beaucoup pleuré. Ça, ils ont beaucoup pleuré. Et quand ils sont revenus, quand on évaluait cela, bien quand on l'interpellait, ils m'ont dit que j'ai senti une sorte de regret en moi parce que pendant longtemps, j'ai oublié cette personne que je suis réellement. J'ai délaissé cette partie de moi. Maintenant, pour aller retrouver cet équilibre-là, cet alignement-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le temps de s'arrêter. De s'arrêter et de se dire, OK, je vais aller faire ce chemin inverse-là pour me découvrir à nouveau ou bien pour me redécouvrir, pour me connaître à nouveau et pour m'explorer. Donc, je vais prendre le temps de le faire. Ça va être dur au début parce que j'ai dressé un mur entre moi et moi. Donc, je vais essayer de casser ce mur et d'aller effectivement à la rencontre de mon enfant intérieur. Mais c'est des choses simples. Hein? Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous vous dites, OK, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon corps, mon cœur, mon esprit me dit aujourd'hui? Donc, il me dit, avance, tu peux le faire. Ou bien il me dit, n'y va pas. Pourquoi je ne dois pas y aller? Qu'est-ce qui fait que je ne veux pas avancer? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Qu'est-ce que j'ai découvert aujourd'hui en moi qui peut me pousser à avancer et à donner un sens à ce que je fais tous les jours? Cette flamme que brûle en moi, je dois continuer à l'entretenir, qu'elle ne s'éteigne pas et que je ne verse pas dans ce déséquilibre continu qui est, que j'appelle le désespoir. Donc, c'est allumer la flamme. Alors, et tu as parlé d'une chose très, très importante. Moi, j'ai un exercice que je fais souvent. Je vais te montrer. Quand je suis en groupe coaching dans les entreprises, je leur dis de se mettre en mode selfie. Mais les gens n'arrivent pas à se regarder. Je leur dis, regardez-vous. Et puis, dites-vous des choses positives. Mais ils n'arrivent pas. Moi, j'y arrive. Hein, je n'ai pas de problème. Je peux me parler de façon très positive. Mais c'est une catastrophe. C'est beaucoup d'émotions. Et je reviens à ce que tu disais au début, c'est être juste et fidèle avec soi-même. Parce qu'en fait, on se trahit. On se trahit au quotidien, dans nos actions, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est. On se trahit. On n'est pas la personne qu'on est réellement. Et on se conforte, on se concentre sur la vie des autres, sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est une distraction qui nous permet de nous échapper. Et une fuite permanente, en fait. On est toujours en fuite. Ça m'arrive d'être en formation, et je pense que ça t'arrive aussi pour des grosses entreprises avec des cadres, et puis ils sont sur TikTok. Je dis, mais attendez, moi, là, dans ma formation, on ne met pas sur le téléphone, là, tout le monde nous connaît. Les menaces, non, toi, tu menaces bien, moi, je menace sauvagement. Il dit, non, l'entreprise a investi pour qu'on puisse vous apporter de la valeur. Cette valeur ne doit pas être gaspillée par une distraction qui n'a pas de valeur ajoutée réelle en réalité. Donc, c'est vraiment important ce que tu dis, oser se regarder à l'intérieur de soi, se dire, OK, où est-ce que je me trahis? Qui je suis réellement, profondément? C'est bien ça, hein, oui. Et cette méthode du chemin inverse, c'est revenir vers soi authentiquement. Alors, j'aimerais que tu approfondisses une chose. Quand tu es arrivé au Maroc, à partir de quand est-ce que tu as réellement fait de ça à ton métier ou ton métier aujourd'hui complètement à 100%? J'ai commencé à le faire en 2017. OK. Donc en 2017, il y a un cabinet monsieur que je salue d'ailleurs de passage. Donc c'est mon papa au Maroc qui s'appelle Dr Hassan Mataï. Bonjour, monsieur Hassan Mataï, je viens de vous dire bonjour. Alors, ça part franchement. Donc c'est lui qui m'a pris par là. Et j'étais dans un panel où j'étais en train de parler de l'entrepreneuriat. Il était dans le public. Il est venu me voir. Après, il m'a dit, jeune homme, viens. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je me dis, je travaille dans les centres d'appel. Je suis formateur et superviseur. Il m'a dit, c'est bien. Il m'a dit, est-ce que tu sais que ta mission est beaucoup plus profonde de ça? Je lui ai dit, ah quoi?
Il m'a dit, lundi, viens me voir au bureau. Et lundi, je suis allé à son bureau. Il me dit, non, j'ai un cabinet RH. J'ai un cabinet de formation. Je fais du RH, je fais du coaching, etc. Je vais t'accompagner dans ce métier. Je lui ai dit, ok, d'accord. Et il a commencé à m'accompagner dans ce métier petit à petit, jusqu'en 2021. C'est là que j'ai fait ma première certification. Et en 2024, j'ai fait ma deuxième certification. Mais c'est vraiment en 2017 que j'ai commencé à prendre en charge les personnes qui... Ouais, voilà, j'ai commencé en 2017. Justement, parce que pour moi, la certification, c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est ton vécu, c'est ton histoire, c'est l'épiphanie que tu as eue, cette rencontre avec toi-même, ces questions que tu t'es posées et cette rencontre que l'univers t'a apportée avec ce monsieur qui t'a mis dans un environnement et qui t'a guidé là-dedans. Je veux qu'on en parle parce que souvent, je vois les gens, oui, tu as 18 ans, tu as fait une certification, tu es coach, non, tu n'as pas de vécu. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas de vécu, il n'y a pas d'histoire parce que ce qu'on transmet, c'est ce qu'on est finalement. Nous transmettons ce que nous sommes. C'est important ce que tu dis et tu as fait une belle rencontre qui t'a accompagné, qui t'a mentoré, qui t'a tiré vers ta mission de vie en fait. Et je pense qu'il a été ton miroir. Oui, exactement. Il a été ton miroir, c'est bien ça. Exactement. Mais je pense qu'au-delà des personnes qui décèlent vos termes, vous avez aussi des rôles modèles. Par exemple, c'est pas parce que je suis dans ton émission, mais moi, je le dis et je le revendique dans le coaching, tu es mon rôle modèle. Et je regarde... C'est rien dans cette affaire-là. Oui, oui, il faut dire, tu dis ça. Moi, c'est croire. Je regarde beaucoup ce que tu fais. Je regarde ta posture, ta façon de faire, ta fidélité à toi et ton honnêteté avec toi-même d'abord. Parce que j'insiste sur ça. Ça, c'est très important. Quand on se trahit, on se leurre. Tôt ou tard, on se cassera la figure. Parce que il y a des choses qui vont nous rattraper dans notre... Et si on a ces rôles modèles-là, ces personnes qui nous inspirent, même si c'est de loin, ces personnes-là qui nous inspirent, il y a toi, j'en ai parlé, la dernière fois, j'ai parlé de Chang Yang aussi, donc c'est des personnes, vous êtes des personnes qui m'inspirent de bas. Et je regarde avec beaucoup d'observation. Je laisse vivre les loges à côté de tout. Tu es loin. C'est ce qu'on appelle, tu vois, on appelle aussi, hein, Que j'ai aujourd'hui, en être proche de toi et le Chang aussi. Et je regarde, j'observe ce que vous posez comme acte et je corrèle avec aussi mes valeurs intérieures. Et je pense qu'il est important aujourd'hui d'avoir cette identité-là et d'être là inspiré par les personnes du continent. Parce que ce sont des modèles qui me ressemblent. Je ne dis pas que ce qui se fait ailleurs n'est pas bien. Ce qui se fait ailleurs aussi, c'est bien. Mais moi, je n'ai pas et je travaille à telle enseigne que je puisse puiser vraiment mes repères, mes ressources et ce que je transmets et je transmettrai, que ça puisse venir de nos réalités, de notre soubassement, de nos valeurs et de nos connaissances africaines. Un ancrage authentique en termes de racines. C'est que ça, de racines de provenance qui vient de nous, de qui nous sommes et de qui nos ancêtres étaient et de ce qu'ils nous ont transmis. Parce que je pense qu'on a vraiment des très belles valeurs africaines aussi qui se perdent malheureusement ou alors qui sont diluées avec les bonnes. En tout cas, merci. Je suis très honoré de ce que tu viens de dire. Je vais plus me sentir, moi je me sens pas. Moi, je n'ai pas de problème pour ne pas me sentir. Donc, coucou John, encore là, Steph, je crois que tu es pas là, tu es aux États-Unis en ce moment, c'est pour ça que je t'ai pas dit. Je voulais te poser une question pour toi. Quelles sont les compétences qui sont les plus importantes pour un professionnel? Je travaille avec des professionnels, tu accompagnes des équipes, etc., des individus aussi. Et comme je dis toujours, mon podcast, c'est le podcast de ceux qui accompagnent, ceux qui forment. C'est leur maison. C'est important parce que je pense que il faut qu'on démystifie, qu'on comprenne le métier, qu'on comprenne ce que nous faisons
Et c'est important pour moi d'avoir des coachs, des formateurs, des gens qui accompagnent, qui sont pas forcément des coachs, qui sont dans l'humain. Pour des RH, j'ai eu des RH, j'ai énormément de personnes qui sont dans l'humain. Pour moi, c'est extrêmement important. Euh, Quelles sont les compétences, si tu devais dire à quelqu'un, écoute, quelles sont les 3 compétences que tu dois avoir pour pouvoir avancer professionnellement, élever et vraiment t'en sortir dans ton environnement où tu as des challenges? Parce que on a tous travaillé en entreprise, on sait comment c'est, on est peut-être entrepreneur aujourd'hui, même en tant qu'entrepreneur, on est en entreprise, on est chef d'entreprise et c'est toujours difficile. Quelles sont les 3 compétences que tu peux recommander de développer pour pouvoir atteindre cet équilibre? C'est vrai. Bon, Émotionnel dans la profession. oui. Il faut des compétences techniques déjà. Ça, c'est très important. Les hard skills sont les hard skills à déjà. Ça, voilà, dans le domaine dans lequel nous sommes. Et au-delà de ça, il faut une conscience de soi. Ok, c'est-à-dire. Il faut être capable de savoir effectivement qu'est-ce qui nous motive dans le fond, qu'est-ce que nous voulons et vers quoi nous voulons aller. Beaucoup de gens ne savent pas. Voilà. Donc, quelle est la personne que nous sommes réels en tant que de l'intérieur? Alors, je récapitule cette première chose. C'est la première compétence. Hard skills, je ne le considère pas parce que pour moi, c'est évident, on les a. Si quelqu'un est dans un poste qui a ses compétences techniques, je dis, on doit d'abord développer une conscience de soi, savoir qui nous sommes, ce que nous voulons et où nous allons. Qui nous sommes en tant qu'humains. C'est-à-dire nos forces, nos faiblesses. C'est-à-dire ça. Ce que nous voulons, qu'est-ce que je veux dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce que je veux réaliser et où est-ce que je vais arriver? Est-ce que là où je suis content ou contente? Est-ce que c'est vraiment là où je veux être? À quoi est-ce que j'aspire? C'est bien ça, j'essaie de C'est ça. Donc ça, c'est la première chose. La conscience de soi qui englobe ça. Et la deuxième compétence. La deuxième compétence, c'est la gestion de soi, c'est l'intelligence émotionnelle. La gestion et la régulation de sa émotion. Régulation de ses émotions. Donc, il est important de savoir de gérer ces différentes émotions, d'avoir cette maîtrise de ces différentes émotions. Parce que les émotions conditionnent notre prise de décision. Mhm. Les émotions conditionnent notre prise de décision parce que c'est à travers des émotions que nous ressentons que nous agissons tout simplement, que nous posons des actions dans notre quotidien, que ça soit personnel, communautaire ou même dans les entreprises dans lesquelles nous évoluons, professionnels. Et dans cette gestion dans cette intelligence émotionnelle, on ne doit pas laisser en rade nos valeurs. Parce que nos valeurs sont essentielles pour notre orientation, notre projet de vie. Donc, tu mets je veux juste bien cadrer ce que tu dis. Quand tu parles de gestion des émotions, tu intègres les valeurs à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que tu en fais une partie prenante, une compétence globale qui intègre gestion des émotions, mais pas seulement gestion des émotions avec les valeurs intégrées. Les valeurs intégrées. Pourquoi je parle de ça? Parce que il faudrait que nous ayons effectivement cette connexion à nos vraies valeurs pour que nous puissions mieux gérer nos émotions. Ce que tu appelles nos vraies valeurs. Ce sont des valeurs que nous avons développées. Parce que vous savez qu'il y a les valeurs que nous avons héritées de ce qu'on nous a transmis et les valeurs que nous avons développées au fur et à mesure à travers mon savoir expérientiel. Donc, ce qu'on a vécu comme difficulté, ce qu'on a appris, effectivement, ce qu'on nous a donné à travers l'éducation, et nous avons créé, effectivement, érigé notre propre personnalité, et nous avons ces valeurs-là que nous avons développées qui constituent notre vraie personnalité. D'accord, merci. Donc, comment est-ce que je gère les émotions avec mes valeurs? Je veux comprendre, parce que tu as expliqué, mais comment est-ce que on peut contextualiser ça dans la réalité? C'est tout simplement la quête à travers cet alignement-là. Donc, quand je dois prendre... Simplifie. Nous, on n'est pas des gars intellectuels, il faut simplifier, on ne comprend pas. Donc, je vais faire simple. Hein. Donc, si vous devez prendre une décision aujourd'hui, vous avez un collaborateur qui ne le satisfait pas. C'est en colère par rapport à ses résultats.
Donc, quand vous allez prendre une décision, effectivement, vous allez faire appel à vos valeurs intérieures. Donc, vous allez faire appel, si vous devez l'arrêter, si vous devez le sanctionner, vous allez le faire dans le respect. Parce que, au fond, vous allez prendre en ces pauses cardiaques. Et dans l'émotion dans laquelle vous êtes, la colère, vous allez prendre le recul, vous allez dire, OK, je vais prendre une décision, je plie. Mais pour que je puisse dire à la personne ce qui est, je vais le faire dans le respect. Faites appel à vos valeurs et vous me dites que cette personne qui est en face de moi, c'est une personne humaine. Donc, il a de créer, de, de faire des erreurs, d'échouer, de se tromper, etc. Donc, je vais utiliser une valeur de respect de l'humain pour que je puisse lui dire cela avec rigueur, avec fermeté, mais aussi avec respect et avec bien. Clair, c'est clair. Voilà, là, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Alors, on est à deux, hein. On a parlé, première chose, conscience de soi. Deuxième chose, gestion des émotions intégrant des valeurs. Et troisième, Troisième compétence, c'est l'empathie. l'empathie, la valeur. Qui est une compétence vraiment dont on parle peu. C'est vrai dans les diligences, plutôt la gestion de l'humain, effectivement. Donc, l'empathie est très, très importante. Donc, il faut vraiment s'ouvrir à l'autre parce que il faudrait que nous puissions interagir dans nos différences. Il faudrait que nous puissions interagir dans nos différences. Et dans l'ancrage africain, effectivement, nous privilégions beaucoup la communauté. C'est notre culture, c'est notre éducation. C'est notre culture et c'est notre éducation. Et il y a la philosophie du Ubuntu. Au bon, c'est bien. Je suis parce que tu es. Voilà, je suis parce que tu es, toi. Et je suis parce que j'appartiens. Et je pense que cette philosophie du Ubuntu-là, donc définit bien notre cadre social, notre cadre de l'empathie. Et je pense que c'est ce qui a valu à Nelson Mandela la réconciliation nationale fait l'apartheid avec Enseignant Desmond Tutu. Donc ils sont beaucoup prisés de cette philosophie du Kosaro. Parce que le Ubuntu, ça veut dire Ubuntu, vers Ubuntu, Ubuntu, c'est le Kosa. Ça veut dire je suis parce que tu es. Et c'est Desmond Tutu, en fait, qui a avivé cette. C'est nous, on le vit au Sénégal, on le vit en Côte d'Ivoire, au Mali. La communauté, on l'appelle différemment, en fait, c'est ça. Exactement. Au Sénégal, on peut l'appeler Teranga. En Côte d'Ivoire, on peut l'appeler Aquaba, c'est ça, non? Bon, Aquaba, ça veut dire bienvenue. Bienvenue, voilà. Et donc, je pense que c'est quelque chose que nous devons préserver aussi parce que c'est ce qui nous définit en fait. Donc, cette relation, ce lien que nous avons les uns avec les autres, cette solidarité que nous entretenons les uns avec les autres. Ok, Je pense que ça, c'est très, très... Est-ce que tu dirais que l'empathie, c'est, enfin, de ce que tu dis, dans ta définition d'empathie, l'empathie, c'est être une personne au bout de tout simplement. Savoir que je ne peux pas exister sans l'autre et que, parce que tu as parlé de projeter, connaître ses émotions, projeter ses émotions, pour pouvoir comprendre celles des autres. Oui, très bon. J'écoute tout ce que je vais étonner. Je peux répéter tout ce que tu as dit. Mais c'est la posture de coach qui veut ça. Bien sûr, c'est normal. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Au-delà de ça, merci pour ces 3 compétences que les gens peuvent développer. C'est parce qu'on n'est pas comme... Moi, j'aime beaucoup la citation de Dr. Seuss que tu connais. Tu peux bouger, tu n'es pas un arbre. À tout moment, tu peux te développer, tu peux grandir, tu peux apprendre, tu peux te transformer. L'humain a une capacité de transformation énorme, extraordinaire, et on doit pouvoir se dire, je peux devenir la personne que je veux. Je peux devenir la version de moi que j'ai envie d'être. La vraie version de moi, le vraiment authentique peut sortir de ça. Alors, je vais revenir sur la notion qu'on n'a pas développée ensemble. C'est la notion, qu'est-ce que tu appelles l'enfant intérieur? C'est à chaque fois que tu dis on va rencontrer notre enfant intérieur. Est-ce que tu peux expliquer pour nos invités ce que c'est que l'enfant intérieur? La rencontre de l'enfant intérieur, à quoi ça correspond pour qu'on puisse clarifier ça dans le processus, dans le chemin que tu expliques? Il faudrait qu'on puisse clarifier cette rencontre pour nos auditeurs. Je dis toujours que c'est
c'est notre vrai moi, innocente, vrai, véridique, fidèle et authentique. Donc la métaphore que je donne, c'est quoi? Imaginez, chaque jour, vous arrivez à la maison, il y a votre enfant qui court vers vous et vous lui mettez une plaque. Donc, vous le faites une fois, 2 fois. Quand vous rentrez chez vous, l'enfant ne va plus courir vers vous. Elle va plutôt vous fuir, se blottir quelque part et se dire qu'aujourd'hui, je vais encore en prendre une. Le plus souvent, c'est comme ça que nous nous comportons avec nous-mêmes, avec cet enfant intérieur dont je parle, qui, au fil des années, au fil des expériences, des déceptions, des rencontres, s'est recroquevillé quelque part en nous, mais que nous avons du mal à aller rencontrer, à aller chercher. Parce qu'on sait pas mal, ça fait mal, Il y a exactement. beaucoup de douleurs enfouies. Exactement, les blessures Il y a des blessures. intérieures, Il y a des blessures du passé, des frustrations de l'enfance, de l'adolescence, de la vie adulte. exactement. Mais comment nous faisons effectivement pour aller chercher cet enfant-là, pour aller se réconcilier avec cet enfant-là? Donc la métaphore continue, c'est quoi? C'est que quand on vient, effectivement, c'est de lui ramener un cadeau. Tiens, voilà le cadeau. Au début, il va se méfier. Donc, il va se dire, bon, il m'a amené un cadeau, c'est peut-être pour m'appâter, mais quand même, j'y vais. Donc, il va rester un peu loin. Vous allez lui tendre le cadeau, il va prendre. Et au fur et à mesure, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, au fur et à mesure que vous lui manifestez cette bienveillance, vous allez voir qu'il va se rapprocher, jusqu'à ce que vous puissiez le tenir dans vos bras et renouer encore avec cet enfant-là. Et votre relation va renaître et ça va aller encore de plus belle. Et je pense que ça, c'est un exercice que nous devons faire, nous ouvrir à cet enfant intérieur. Est-ce que tu peux donner un exemple de cadeau? Quand tu dis un cadeau, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on peut renaître à soi? J'ai bien compris qu'on se donne de la compassion, on se donne de la bienveillance à soi. On ose se dire des mots positifs. On ose se parler, se faire du bien et se mettre en priorité tout simplement. Parce qu'on est dans des sociétés où tout le monde attend beaucoup des autres. La société africaine, elle est Ubuntu certes, mais elle est aussi très énergivore. Et on prend de toi tout ce qu'on peut prendre, en fait. Pas parce que c'est pas les gens le font pas dans la méchanceté, c'est juste la culture qui veut ça. Comment on fait dans ce cas-là? On apprend à mettre des limites, c'est ça? Oui, en fait, il faut savoir s'arrêter, prendre du temps pour soi et se féliciter. C'est parce que c'est très important. On l'a évoqué tout à l'heure. Parfois, quand on se retrouve seul dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? Soit on allume la télé, Ou on allume le téléphone. ou on allume le téléphone, on va sur TikTok, ou bien on met de la musique. Là, on fait des messages comme déjà. Voilà. Ou on appelle un ami, on lui dit, je suis seul à la maison, passe. Ou bien, tu es seul à la maison, je viens te voir. C'est vrai. Donc, on ne se donne pas du temps on passe pas de temps avec soi. avec soi. En fait, c'est une fuite, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une fuite, c'est une peur de revivre certaines choses, exactement. Et nous devons nous donner la possibilité de vivre ces choses-là. Parce que je dis, dans tout événement, dans toute situation, dans toute frustration, douleur, blessure, il y a une partie éclairée et une partie obscure. Et souvent, nous nous penchons beaucoup sur la partie obscure, en disant pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi on m'a fait ça, etc. C'est vrai. Sans pour autant se dire, ok, qu'est-ce que cette situation m'a permis d'apprendre? Mais on n'a pas toujours la maturité de le faire. On n'est pas toujours prêt et cette révélation peut venir à n'importe quel moment. N'importe quel moment, exactement. Et surtout quand on vit un choc, en général, c'est une étape de notre vie qui nous permet de pouvoir faire cette introspection profonde et de pouvoir nous élever pour aller vers notre état absolument. Maintenant, souvent, on reste ancré dans cette situation-là. Et c'est à ce moment-là, sombre. On descend, on tombe, on va en descendre en enfer. En enfer, exactement, et on dépris. Et c'est là que c'est
c'est difficile. Mais quand on est dans cette situation, il n'y a pas de honte. Donc, faites appel à un baïen ou une baïette, à un coach, faites appel à un psychologue en fonction de ce que vous pensez. Je pense qu'il y a des professionnels qui sont outillés. Moi, je dis toujours à mes clients quand ils viennent et que je sais que je ne suis pas en posture de les accompagner parce qu'ils ont besoin d'un travail de psy. Comme je dis, il y a aussi une fine line, une fine, mais chacun doit connaître les outils qu'il a pour pouvoir accompagner les gens. Pour moi, c'est important. Et j'ai bien, quand tu auras fini avec le psy, je suis là, je t'attends. Ce que je dis toujours parce que je peux apporter des outils, mais les vrais outils professionnels, des fois, les gens ont même besoin de prendre des médicaments. Moi, je connais la dépression, donc je sais que c'est une maladie, entre autres, hein, dépression, stress. Donc, merci beaucoup. Avoir de la compassion vis-à-vis de soi, savoir se pardonner, se parler. Ce sont ces cadeaux-là qu'on peut se faire. Mettre des limites. Oser dire non, tout simplement, aux choses. Ne pas avoir peur de dire non, définitivement. Parce qu'on aime dire oui, parce qu'on cherche des fois la validation. Ou alors, tout simplement, la société nous a dit, ou nous a éduqués dans le sens où je ne dois pas dire non. Je dois toujours, je dis. C'est très important. Exactement. Parce que quand on dit non à quelqu'un, on se dit oui à soi. Absolument. On se dit oui à soi. Et je parle beaucoup de valeur parce que j'y tiens. Ouais, bon, bien. Voilà. Je parle parce que j'y tiens. Faut pas anticiper sur mes questions. Parce que quand on dit non à quelqu'un, on n'est pas obligé de se justifier. Absolument. On n'est pas obligé de lui expliquer pourquoi on lui a dit non. Et ça, je dis ça tout le temps à ma mère. Hein. Elle me dit oui, parce que j'ai dit tu n'as pas à dire pourquoi. Tu as le droit de dire, tu n'as pas le droit de ne pas avoir envie de faire quelque chose, tout comme les gens ont le droit de ne pas avoir envie de faire quelque chose pour toi. Et c'est pas grave. Mais c'est très culturel. Hein. Moi au début, quand j'ai commencé à fréquenter le milieu professionnel, une fois, il y a un de mes managers qui m'a dit un mot c'est. Mais j'étais... Ah non, nous, aujourd'hui, non, je suis après. Hein. Ça, c'est un travail sur toi, hein, au début. Mais moi, j'ai lu un livre et que j'ai manqué. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Je ne sais plus c'est quel livre. C'est Stephen Covey, c'est Jack Canfield, je ne sais plus. Il dit no, next opportunity. Et ça a été une révélation. Que quand on te dit non, des fois, on trouve d'autres portes. Parce que la porte qui est fermée, et c'est spirituel. Parce que des fois, il y a une sourate, des fois, qui dit, dans le Coran, qui dit, il se peut que tu veuilles quelque chose et que ce soit pas bon pour toi. Et que tu ne veuilles pas quelque chose et que ce soit bon pour toi. Et c'est ça, en fait. Ce qui est bon pour toi, tu sais pas toujours ce que c'est. Et des fois, quand on te dit non, de sauver quelque chose, et toi, tu penses, on est bon pour toi. Et c'est ça, quand tu dis la dimension holistique du développement, ce n'est pas qu'une dimension transformationnelle humaine, mais des outils, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Avec, bien sûr, la croyance que les gens, en fonction des religions qu'elles ont, je respecte les croyances de tout à chacun. Je viens maintenant à la question très importante. Quelles sont les trois valeurs? Enfin, on va me laisser parler des valeurs et je voulais anticiper. Qui sont les plus importantes pour toi? Je parlerai de l'honnêteté. L'honnêteté. Je parlerai aussi du respect. Le respect. Et du respect de la parole là. L'intégrité de la parole. Faire ce que l'on dit. Faire ça. J'ai respecté ma parole. J'ai dit qu'on allait faire. C'est juste. Ça fait longtemps qu'on m'en parle. Oui. On n'a pas eu un peine pour rendez-vous, donc. Mais je dis le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Absolument. Such time is the best. Oui, justement. Ça, c'est le moment important. Donc, pour le respect, il y a quelque chose que ma mère m'a... Et ça, c'est le respect de soi. D'accord. À chaque fois que ma mère m'envoyait torse nu, elle m'appelait, elle me disait, tu sais, le respect commence par ça. C'est un peu la coupe de course, parce que tu vois bien. En français, là, c'est pas du... Parce que ça me rappelle, nos parents nous ont toujours dit des choses comme ça. Voilà. Donc, d'accord, tu vois. Désolé. Ça y va, ça m'a yaï, ça m'a simé, ça m'a yaï, ça m'a beaucoup. Mon taf maine, Dieu, qu'il est comme là. Parce que là, vous donnez que Dieu. Le mot, là, fait très pesant, c'est pas là. On a entendu dire, Je sais pas que les, comme dit Gain, il y a une soleil. et voilà.
Bon, on ne juge pas, mais certaines façons de s'habiller, de se vêtir, on se donne pas du respect de soi. C'est ça, au fait. Voilà, ça ouvre la porte à plusieurs autres choses. Donc, il me disait, même quand tu es dans la maison, le respect de ton corps, quel venait dire, c'est yaram, la yaram dit mon mort. Parce que le corps ne t'appartient pas. T'appartient pas. Yalla, la C'est Dieu qui te l'a donné. bon, quand on est yorkien. Donc tu peux lui donner des respect. Tu as pas socialiste, c'est mis donné. Voilà, il y a normal, quoi. Tu vois, Tu le respectes. tu joues les respectes. Ce sera tellement ancré en toi, ce respect. Et quand tu vois un autre humain, tu vas tout de suite avoir ces postures vis-à-vis de cet humain-là, avant même que vous commencez à interagir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est pourquoi, je sais un pléonasme, c'est pourquoi, mon dire je respecte Le respect, tu donnes le respect. voilà, j'ai, par rapport à la parole donnée, ça c'est une valeur ancestrale. Je pense en Afrique, c'est quasiment un pacte dans la relation. Trahir sa parole, c'est quelque chose d'inimaginable en fait pour nos ancêtres. Et je pense qu'on le perd de plus en plus à cause de plusieurs influences. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment. Tu me rappelles un de mes oncles, lui a son ami Elusol, qui disait un homme, il n'a que sa parole. Sa dignité est dans sa parole. Ça m'avait marqué. Il dit, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir tous les ors du monde, mais si ta parole, tu ne la respectes pas, et que tu la respectes finalement, tu n'es rien. Oui. Ta valeur, elle est zéro. Alors que tu peux avoir très peu, mais le respect que tu donnes à ta parole et le respect que tu donnes à ta personne, ça donne envie aux gens de te respecter. Mais je confirme ce que Juliette Atanabou. Regardez comment nos papas, nos mamans réagissaient quand vous leur demandez quelque chose ou bien quand ils sont face à une situation avant de prendre des décisions. Avant, maintenant les Sénégalais, les Africains, mais maintenant pas que les Sénégalais, disent, oui, il n'y a pas de problème. Qu'il y a problème, que tu peux pas faire. Avant de donner sa parole. Justement. Donc, avant de donner sa parole, quand vous leur demandez quelque chose, même si vous êtes leur enfant, etc., vous leur demandez quelque chose, ils vous disent dégueulasse. Je t'ai entendu. J'ai bien compris ce que tu as dit. Je reviens avec la réponse à tout. Mais maintenant, là, Et ils prennent le temps, effectivement, d'aller discerner. C'est puis l'intelligence émotionnelle. Ils prennent le temps d'aller discerner, d'aller s'asseoir. Il n'aime pas qui recoupent. Ces autres sont dans leur coin. Le papa s'assoit toujours dans un coin. Il a sa chaise et son coin préféré dans la maison. Il s'assoit, il réfléchit. Et quand il donne sa parole, il ne revient plus là-dessus. Quand tu te dis oui, c'est oui, non, C'est oui, non, c'est. C'est pas comme maintenant, on ne sait pas si c'est oui, si c'est non, balle de masla, enfin bref, laisse tomber. Alors que nous n'avons pas été élevés comme ça. C'est pas dans nos valeurs en réalité de dire oui pour dire oui. On dit ok, dégueulasse, je t'ai entendu, je revis. Ah, et il va t'expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Il va te dire voilà, tu m'as expliqué une situation, mais voilà la situation. Pour le moment, ce n'est pas possible, mais je vais voir dans l'avenir si c'est possible et je ferai ce que je peux. C'est pas oui, il n'y a pas de problème. C'est ça, il faut dans les 10 ans. Voilà. C'est les gens Et en faisant ça, effectivement, qu'on soit entrepreneur, professionnel, qu'on soit responsable dans la vie sociale, chef de famille, etc., ça nous permet effectivement d'avoir cette crédibilité et cette notoriété et ce respect dans la relation que nous avons et les liens que nous avons notre adopté. Et je pense que ce que j'ai dit est très très puissant parce que le lien est consolidé par la crédibilité et par le respect de l'autre et de soi. Alors on arrive à la fin de notre podcast, je vais te donner rester quelques minutes et je vais te remercier déjà d'abord pour cette escale dans le podcast. Merci beaucoup d'être venu. Mais je voudrais que tu t'adresses à l'audience et si tu avais ne serait-ce qu'un conseil à donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, quel serait ce conseil? Je vais partager cette citation que j'ai écrite en 2023 sur l'intelligence émotionnelle, justement.
où je dis que l'intelligence émotionnelle, c'est de privilégier le nous collectif afin de taire le je égoïste et le tu accusateur. Oh, la bête. Parce que je pense que on vit en société et que nous sommes des humains. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de ce lien sacré qui va au-delà de notre personne pour que nous puissions évoluer ensemble, pour que nous puissions nous épanouir et afin que nous puissions plutôt nous accomplir ensemble. J'aimerais effectivement que c'est un cri de cœur que je lance en Afrique, que les seniors parlent aux jeunes et que les jeunes écoutent les seniors. Donc je réitère, que les seniors parlent aux jeunes et que les jeunes écoutent les seniors. Parce que c'est comme ça simplement que nous allons retrouver cette vie en harmonie et que nous pourrions avoir ce bien-être dans notre cadre familial, communautaire et professionnel. Et je vous remercie vraiment de cette... Merci beaucoup. Déjà, merci à toi de toute la valeur que tu nous as apportée. Alors, moi, pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes sur la chaîne Nabifal officielle. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et surtout à aller suivre, reprendre la vidéo au début. Nous avons beaucoup d'enseignements, de partage, de générosité de la part de nos invités. Donc, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et merci à notre invité, Elgis. Merci. Bye.